De retour pour cette deuxième partie de cette émission spéciale consacrée au documentaire Gilets jaunes, colère noire, qui est d'ores et déjà disponible sur Omerta. En fin de compte, on va faire simple. On va faire simple. Vous avez un policier devant vous, même si vous n'avez pas commis d'infraction, il peut vous placer en garde à vue. Parce qu'il vous soupçonne de commettre une infraction, il est dans son droit. Donc vous allez passer 48 heures en garde à vue, et à la fin, on va vous dire, l'OPJ va vous dire, écoutez, non, il n'y a pas eu d'infraction, on s'est trompé, on va vous relâcher. Résultat des courses, il y a beaucoup de gens, beaucoup de manifestants qui ont fait l'objet d'interpellations préventives, comme je viens de le citer, et qui en fin de compte sont ressortis 48 heures après du commissariat, mais en tout cas le bilan c'est qu'ils ont été empêchés de manifester. Et ça a été en fin de compte l'objectif du gouvernement de faire des interpellations préventives en masse comme on fait dans les dictatures ou dans les régimes autoritaires. C'est fort comme mot, hein. Dictature, régime autoritaire. Je suis désolé. Mais vous le dites en tant qu'avocat, attendez, quand vous avez 10 000 personnes qui sont interpellées en un an, et que vous avez en fait les 2/3 qui ont été interpellés pour rien, parce qu'on les a soupçonnés, soi-disant, de commettre une infraction, je suis désolé, c'est un régime autoritaire ou une dictature. Vous êtes du même avis, Jacques ? Est-ce qu'il est normal, en France, liberté, égalité, fraternité, démocratie, est-ce qu'il est normal, en France, d'aller manifester pacifiquement, de se faire interpeller, de se faire mettre en garde à vue, alors qu'on n'a rien fait, hein, encore une fois, on n'a rien fait, de se prendre des amendes, d'y aller et de repartir chez soi sans un œil, avec des mains arrachées, est-ce que c'est normal en France ? Moi, je pose la question. Non, c'est pas normal. Mais est-ce que toutes les manifestations de Gilets jaunes ont été pacifiques ? Parfois, franchement, souvent. Les premières, elles ont été très pacifiques, et en retour, on a eu quoi ? On a eu du gaz, on a eu des coups de tonfa, on a eu des canons à eau, des coups de LBD, des dents cassées, des mains arrachées, c'est pas normal en France. Donc quand il parle de régime autoritaire, je suis plus dans ça plutôt qu'une dictature, parce que dictature c'est quand même un peu trop fort à mon goût, mais régime autoritaire, je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit. Alors sans compter les milliers d'interdictions de manifester émises par les préfets sur toute la France. Les préfets qui, je rappelle, sont enfin nommés par décret présidentiel, donc Emmanuel Macron, ont pris des arrêtés scélérats. C'est-à-dire, en fin de compte, vous aviez des personnes qui voulaient faire des manifestations gilets jaunes, et les préfets, en fait, émettaient des arrêtés d'interdiction. Donc, excusez-moi, à partir du moment où on essaie de combattre, entre guillemets, la liberté d'expression des Français, pour moi, ça se passe dans les régimes autoritaires ou les dictatures. Qu'on ne peut pas s'exprimer, qu'on ne peut pas manifester, comme on ne peut pas, en fait, faire valoir son point de vue en manifestant, de manière pacifique, évidemment. Il y a que dans les régimes autoritaires où on interdit ça. Si le gouvernement il a tenu, c'est grâce à qui ? C'est grâce à sa police. Parce qu'il n'y aurait pas eu sa police, on y serait allé devant l'Élysée. Pas pour tout casser, attention. En décembre 2018. Qu'on s'entende bien. Mais pour être devant et pour dire à celui qui est dedans, tu sors et tu vas discuter avec nous. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est nous on fait ton salaire. C'est nous on te paye. Et tu es là pour assurer nos Mais est-ce que c'était quoi ? C'était le 1er décembre 2018 ? Est-ce que l'objectif, c'était vraiment de se rendre à l'Élysée puis Ça a toujours été l'objectif, d'aller devant, pour que le maître des lieux daigne descendre. Parce que lui, il se voit comme un petit monarque, comme un petit roi. Parce que ça restera un petit roi. Quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse. Et je rebondirais aussi sur quelque chose. Ils sont censés nous représenter, ces gens-là. Vous les retrouvez représentatifs, vous, du peuple français ? Comme j'expliquais, le peuple français, la majorité, c'est ceux qui se lèvent à 4h du matin, ceux qui se lèvent très tôt le matin et qui vont charbonner. Ils sont représentatifs, eux ? Avec des coiffeurs particuliers, des voitures avec chauffeur, des salaires astronomiques. Moi, je suis président d'un conseil syndical. Donc, j'œuvre pour mon immeuble. C'est fait bénévolement. Ces gens-là, je ne dis pas qu'ils devraient le faire bénévolement, mais ils devraient toucher des salaires comme dans les pays scandinaves. Et ils ne devraient pas avoir des chauffeurs, des cuisiniers personnels, etc. Vous avez vu là le gueuleton là, qu'ils ont été faire il n'y a pas si longtemps que ça ? C'est pas indécent avec ce qu'on vit aujourd'hui ? À quel sujet ? Le château de Versailles. Voilà, au reproche de Versailles quand il a reçu... Pour la visite avec du des roi, bouteilles Charles. de vin à je ne sais combien. Alors que nous, on est là en train de bouffer des pâtes et des pommes de terre parce qu'en ce moment, c'est super compliqué. Avec la hausse du gaz, la hausse d'électricité. C'est pas indécent, ça. C'est pas faire un pied de nez à toute sa population. Donc ces gens-là, je suis désolé, ils sont pas représentatifs. Maxime, il y a deux mondes. Il y a le monde des élites
et celui de la population, du petit Français? Je pense que dans l'histoire de l'humanité, ça a toujours été comme ça. Quand certains s'accaparent les richesses, il y a deux mondes qui se créent. Et les cycles sont plutôt simples. En général, les temps difficiles créent des personnes fortes, les personnes fortes créent des temps faciles, et les temps faciles créent des personnes qui deviennent horribles. Là, on est à la fin d'un cycle. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, après les 30 Glorieuses. Les gens ont vu la vie facile, le travail abondant, etc. Donc à cette époque-là, les politiques n'avaient pas forcément besoin de se cacher pour faire ce qu'ils avaient à faire. Après, les temps sont devenus plus compliqués, se sont cachés. Puis les temps deviennent très compliqués, et là, ils ne se cachent plus parce qu'ils savent qu'ils sont protégés. Ils se sont protégés comment ? Avec la police, qui d'ailleurs, ils tiennent quasiment que par ça. Tout un arsenal législatif qui fait que ils font ce qu'ils veulent. Je veux dire, 49.3, 47, 44, ils ont tous les articles possibles et inimaginables. Puis s'il n'y en a pas qui existent, ils l'inventeront sans problème. Quand on manquait de masques, ils ont préféré refaire des stocks de gaz lacrymo et de LBD au lieu d'acheter des masques et puis de donner tout le matériel aux infirmiers. Quelque chose là qui vient pile poil là-dedans pour répondre à la question tout à l'heure et pour aller dans ton sens en disant que c'est totalitaire et dictatorial, parce que le mot est dur. Dictature, c'est dur, mais il y a plusieurs niveaux de dictature. Il ne faut pas imaginer la dictature comme étant un État concret et on y est ou on n'y est pas. La dictature, elle commence quand on impose son idée par la violence et par les restrictions de liberté. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer, et pas seulement en France, dans tous les pays qui se disent démocratiques, mais qui en fait sont des systèmes représentatifs. Le système représentatif est en train de constater que dans le monde, il y a des tensions partout, il y a des déséquilibres qui se forment, et il y a des injustices qui ne font que devenir de plus en plus claires et grandes. Et à ce moment-là, quand le peuple n'a plus de pain et plus de jeu, il veut qu'on lui rende des comptes. Et on a commencé à demander des comptes, et je pense pacifiquement, parce que, comme le disait tout à l'heure mon ami, j'ai eu l'occasion, en travaillant pour un média qui s'appelait Quartier Jaune, de documenter cette violence policière et de documenter d'où elle venait. C'est-à-dire, en tant que citoyen français mécontent et passionné par l'envie de liberté et de vivre ensemble, j'ai été dans des manifestations, montrer, filmer ce qui se passait devant les lignes de police où, quand il y a un coup de sifflet, ils mettent un casque et clairement, on entend un gendarme dans le reportage que je fais dire je vous donne un conseil, reculez parce que nous, on va dégager ça en profondeur et ça va être vite fait. Mais c'est qui le responsable de ça ? Vous ne pouvez pas en vouloir aux policiers d'avoir fait leur travail. Alors, je ne peux pas en vouloir aux policiers. Ça, c'est ce que j'ai dit en 2018 quand j'ai pu discuter avec certains policiers en disant je ne peux pas t'en vouloir. Maintenant, on est à une étape où le policier vient d'être autorisé, hier ou avant-hier, à tirer au LBD à une distance de 3 mètres. C'est un tir mortel à 3 mètres. 3 mètres. Ça peut être, déjà qu'à 10 mètres, ça a gravement blessé, éborgné, voire placé dans le coma des personnes. Je pense au pompier à Bordeaux qui s'est pris un tir de LBD dans la nuque. Il est tombé dans le coma. D'ailleurs, ses collègues, les collègues du policier qui a tiré ont voulu cacher les preuves, ont voulu enlever les munitions, etc. Ils ont été couverts par l'IGPN, par toute la direction et tout un tas de bavures policières ont été couverts d'ailleurs, parce que l'IGPN, police qui protège la police et qui n'a soi-disant pas de moyens pour faire des enquêtes, a suffisamment de moyens quand il faut aller arrêter un gilet jaune qui a cassé une caméra de vidéosurveillance à 6h du matin. Chez lui sans problème. D'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle Le côté obscur de la force qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui a été écrit par une personne dont j'ai oublié le nom, mais qui explique que dans les cellules de crise préfectorales parisiennes pendant le mouvement des Gilets jaunes, 2000 personnes, dont je fais partie, ont été placées en géolocalisation directe sur des écrans de la préfecture, où ils pouvaient voir nos déplacements, savoir où on était, et pouvoir procéder à des interpellations dites préventives, comme ça a été le cas le 14 juillet 2019 avec Éric Drouet, Jérôme Rodriguez et moi. On a été arrêtés dès le début de la matinée, à 8h45. C'est d'ailleurs David Libotskin et Juan Branco qui ont passé la journée à nous faire sortir de garde à vue. Garde à vue de laquelle on est sorti sans aucune poursuite, puisque on n'avait même pas eu le temps de faire 100 mètres en sortie de métro. Ça, c'est légal, ça ?
Ben, c'est pas légal. Et en plus, ce jour-là, j'avais rendez-vous avec Maître Libeskind pour discuter d'affaires me concernant. Ça tombait bien alors. Ben, c'est surtout que j'étais pas là pour manifester et j'ai été écouté en tant que partie civile, entendu en tant que partie civile, puisque j'ai déposé plainte ce jour-là contre Emmanuel Macron, le préfet de police de Paris, toute la hiérarchie policière qui a obéi aux ordres, et Christophe Castaner pour entrave à la liberté de circulation par personne dépositaire de l'autorité publique. Plainte qui a été reçue. J'ai été entendu en tant que partie civile par une juge d'instruction à Paris récemment, et vous savez, la seule chose qu'elle me reprochait, c'est d'avoir eu un sifflet jaune dans mon sac à dos. Vous n'êtes pas arbitre de foot. Qui a été retrouvé. Parce que quand on est en manifestation, on a souvent le même sac, et donc effectivement, j'avais peut-être des pins, j'avais même un collier avec un gilet jaune. Je lui ai fait remarquer d'ailleurs que c'était pas noté sur le procès verbal d'interpellation, mais ils ont trouvé ce sifflet au fond de mon sac après 7 fouilles, dont une quasiment nue dans une cellule de garde à vue. Donc le but entre les amendes, le matraquage, les comparutions immédiates, des comparutions immédiates pour avoir participé à une manifestation, donc c'est l'amende c'était participation à une manifestation interdite ou présence dans un périmètre d'une manifestation dont un arrêté préfectoral a déterminé que c'était interdit. Ces gens-là ont eu des comparutions immédiates avec des jugements sans défense quelle qu'elle soit, avec des peines allant d'une interdiction de se promener librement, c'est-à-dire que c'est une atteinte à la liberté quand même. Le fait d'être interdit de circuler librement, le fait d'avoir l'interdiction de s'approcher de monuments français ou d'institutions dont j'ai fait l'objet, pas officiellement, mais je peux vous dire que, et là mon avocat pourra aussi vous le confirmer, dès qu'on s'approchait, que ce soit de l'Élysée, que ce soit du Conseil d'État, que ce soit de l'Assemblée nationale, je peux vous dire qu'à la radio, tout de suite, on donnait nos noms, et dans les 30 secondes qui suivaient, on se faisait interpeller, quoi. Mais tout ceci, l'objectif, c'était de faire taire ce mouvement de contestation de faire peur aux gens. Par tous les moyens. Mais je vais compléter l'histoire. Il y a eu aussi beaucoup de mises sous écoute. Bien sûr. Là, tu parlais de caméras. Ils n'ont jamais autant embauché dans les renseignements territoriaux que depuis les Gilets jaunes. Mais est-ce que c'est légal, ça ? Il faut une autorisation spéciale ? Alors, en fait, il y a plusieurs... parce que, en fin de compte, Maxime parlait du livre qui vient de sortir, en fait, concernant la géolocalisation. Mais en fait, ça, il n'y a pas de nouveauté, en fait, contre les... Ça existe depuis des décennies, en fin de compte. Depuis que c'est possible. Ouais. Voilà, mais face, en fait, à des opposants politiques, parce que je considère que les Gilets jaunes ont été traités comme des opposants politiques. Mais Maxime Nicole, il était suivi, il était déjà géolocalisé. Priscilla Ludowski, son téléphone, il n'arrêtait pas de décoller, ça veut dire qu'il était sur écoute. En fait, il avait des problèmes techniques. Jérôme, pareil pour Jérôme Rodriguez. Mais en province aussi, Oui, en province aussi, bien sûr. Les renseignements territoriaux ont mis sur écoute des milliers de citoyens français. Oui, tout à fait, mais ce sont pas... Il y a plusieurs sortes d'écoutes. Il y a les écoutes administratives et il y a les écoutes judiciaires. Les écoutes judiciaires, c'est souvent dans le cadre d'une instruction. Un juge d'instruction décide de placer une personne qui est mise en examen, par exemple, sous écoute. Mais à côté, vous avez les écoutes administratives. Et ça, c'est les écoutes de l'exécutif. En fait, il décide ce qu'il veut. Rappelez-vous, on a eu un président de la République qui s'appelait François Mitterrand, qui plaçait en fin de compte une bonne partie des stars, entre guillemets, Carole Bouquet, etc., les actrices, sous écoute. Mais là, c'est un système qui n'a jamais cessé. Alors. Mais j'ai encore, pour compléter ce que tu disais, c'est encore quand même un manque de respect envers le mouvement des Gilets jaunes. Je parle du gouvernement actuel, avec tous les mutilés qu'on a eus, à plus de 10 mètres et quelquefois moins, ils autorisent à moins de 3 mètres. C'est encore une fois, je considère que c'est encore de la provocation. Mais je vais te dire, à mon sens, c'est pire que de la provocation. Oui, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le courage d'autoriser l'utilisation d'armes létales parce qu'ils ne veulent pas que les flics sortent leurs flingues. Donc, ils leur permettent d'utiliser des LBD à 3 mètres. C'est mortel, de LBD à 3 mètres. Regarde un peu, ça te prouve bien comment ils ont pu dénigrer. Pour information, des responsables de la gendarmerie ont demandé aux gendarmes de ne pas suivre. Tout à fait. C'est important de le préciser quand même. Des gendarmes qui sont formés au maintien de l'ordre, certains responsables de gendarmerie ont dit non, il ne faut absolument pas suivre cette circulaire. Mais parce que là, c'est la mise en danger volontaire. Les chiffres de ces violences, c'est combien ? Vous les avez précisément ? On parle de plusieurs milliers de blessés, dont 400 à la tête et une trentaine d'éborgnés. Alors
Alors attention, c'est pas officiel en plus. Alors en fait, il y a David Dufresne, le journaliste, qui avait un petit peu essayé de voir le nombre de personnes éborgnées. Lui, il en avait compté à l'époque une trentaine, mais après, il a arrêté de compter. Et il y a eu beaucoup plus de 30 éborgnés. Pour moi, en fait, il y en a eu du double. Parce qu'il y a des gens qui ont été éborgnés, qui sont rentrés chez eux et qui n'ont pas tweeté à David Dufresne pour dire « oui, coucou, je suis éborgné ». Donc, en fin de compte, les chiffres que vous citez, c'est les chiffres minimaux. Pareil pour les blessés, je crois qu'il y a eu un chiffre de 3500 blessés. Mais pour moi, c'est... On ne parle pas non plus des méfaits psychologiques. Le premier week-end, il y avait des centaines de blessés par ville. C'est beaucoup plus parce que, excusez-moi, vous êtes blessé en manifestation ou vous êtes éborgné. Moi, je ne reviens plus manifester. C'est humain, en fin de compte. Voyez. Alors justement, avant de poursuivre, je vous propose à présent cet extrait du documentaire Gilets jaunes, colère noire, qui se focalise donc sur Manu de Valenciennes, donc un ami de Coco, qui a été blessé lors de la manifestation du premier anniversaire des Gilets jaunes. Je sais que vous n'aimez pas ce mot-là, mais c'était à ce moment-là. On en reparle juste après. C'était au 1 an des Gilets jaunes en fait, c'était sur la place Italie à Paris. Donc nous allions sur une manifestation déclarée par Fawzi Lelouch et Priscilla et David Lebeskin, voilà. Donc nous arrivons, on attend le départ de la manif. Il y avait un petit peu de débordement sur les côtés, ça c'est parce que je pense que il y avait un petit peu aussi d'ambiguïté là-dedans quand même, parce que je pense qu'il y avait, pour moi personnellement, j'ai vu qu'il y avait aussi des flics infiltrés, habillés en bébé, qui titillaient un petit peu pour que ça casse, quoi, en fait. Puis attendez, tout était... Vous dites que des policiers, des forces de l'ordre étaient habillés en noir, bien sûr, cagoulés, ils se faisaient passer pour des black blocs, pour des casseurs. Il y en avait eu à chaque manif. C'est quoi l'objectif ? C'est pour rendre la manifestation explosive, en fait. Et le pire là-dedans, c'est que sur cette place d'Italie, tout était fait pour casser, en fait. Il y avait de la pierre, il y avait des camionnettes de la mairie qui rentraient avec des... La place était en travaux à ce moment-là. Bien sûr. Donc on nous a envoyés dans un truc, c'était un guet-apens, pour moi je l'ai toujours dit. C'était un guet-apens, c'était un piège, on est arrivé là-bas, et après quand c'est comme ça, ils annulent la manifestation, mais ce qu'il y a, c'est que toi t'es encerclé en plein dedans, quoi. Et tu peux pas sortir de nulle part, t'as aucune sortie, parce qu'on a essayé de sortir, faut pas rêver. On a fait 2 fois on a fait 50 fois le tour pour essayer de sortir. Il y a des forces de l'ordre à chaque artère. Voilà, chaque artère, et donc on s'approchait des forces de l'ordre, boum, ça tire au gaz, quoi, ça tire à la lacrymo direct. Donc à un moment donné, on a fait la place en long, en large, à un moment donné on s'est dit, on va se mettre sur le côté, là il n'y a pas trop de danger, même quand on se met sur le côté, on a du danger quand même, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé alors ? Comment vous avez perdu votre œil ? Nous on était sur les quais, donc on discutait avec un médic, avec une personne d'ailleurs qui était avec Chris, on discutait à l'écart, on parlait justement de cette place, que tout était fait pour que ce soit qu'il y ait de la casse et tout, qu'on puisse pas sortir. Donc nous on en parlait à ce moment-là, et puis je vois la grenade arriver à mon œil, pratiquement à l'horizontale en fait. Pas que la ville de Paris savait pas qui... Derrière celui-là, c'est bon, j'ai. Vas-y, assieds-toi là. C'est des grenades qui sont censées être tirées en l'air et exploser en l'air, et puis en cloche. Et vous l'avez reçu ? Ouais, voilà, moi je la vois arriver un petit quart de seconde avant, je la vois arriver, mais tant que je réagisse qu'elle arrive sur moi, boum, terminé, quoi, c'était fini. Quand je reçois la grenade, ça fait un mal de chien, ça fait un mal de tête directement. Et je tombe à terre et je me retourne déjà dans un premier temps, la grenade elle explose derrière moi en fait. Donc peut-être à quelques secondes près, elle aurait pu peut-être exploser juste devant mes yeux, quoi, en fait. Donc là, j'aurais peut-être même pas là, je serais même pas là pour en parler. Donc elle me pète à la tête en fait, et je me retourne et j'ai une de ces douleurs. Alors je saute à personne et je regarde ma femme et je lui dis, j'ai perdu mon œil. Tout de suite, vous le savez. Oui, je le savais tout de suite. J'étais en train de prendre une de ces douleurs dans l'œil. Et vous, Séverine, quand vous entendez votre conjoint vous dire je vais perdre mon œil, et que vous le voyez de toute façon. En fait, moi, quand la grenade est arrivée dans son œil, j'ai vu tout de suite un liquide blanc sortir de son œil. Donc là, on savait. David Lebeskin, vous êtes avocat. Manu nous a dit que les instructions étaient en cours. C'est toujours le cas aujourd'hui. Pourquoi est-ce que la justice est aussi lente ?
Parce que malheureusement, ce n'est pas un dossier prioritaire, parce que Manu est un gilet jaune. Jérôme Rodriguez est dans la même situation, sachant que lui, en fin de compte, il a été éborgné en janvier 2019, hein, Manu en novembre 2019. En fait, toutes les personnes qui ont été éborgnées, à ma connaissance, aujourd'hui n'ont toujours pas obtenu justice. Il y a toujours une instruction qui est en cours, parce que pour les juges d'instruction, c'est a priori pas des dossiers prioritaires, mais ils oublient en fin de compte que toutes ces personnes qui ont été mutilées ont des frais quotidiens, médicaux, beaucoup ont perdu leur travail, donc qui se retrouvent au RSA. Et malheureusement, c'est pas une priorité pour la justice et on peut le regretter, quoi. Puis comment voulez-vous que ça devienne une priorité pour la justice quand vous avez un Premier ministre et un président qui vous dit clairement que les violences policières n'existent pas? Ça commence comme ça. Bon, après, les juges d'instruction sont indépendants, mais si vous voulez, dans la culture des magistrats, faut pas oublier qu'ils ont une culture, disons, ils sont, allez, on va le dire, lâchons le terme, c'est des bourgeois. Ce qui en fin de compte, pour eux, voilà, c'est des gilets jaunes. Ça, je peux vous dire que ça serait un homme politique qui aurait été éborgné ou blessé. L'instruction aurait été beaucoup plus rapide. Mais nous, en France, on a une justice à double vitesse, une justice pour les cols blancs et pour les riches, et une justice pour les pauvres ou les personnes qui ne rentrent pas dans les critères sociaux. Il y a un exemple qui est flagrant, hein, excuse-moi Nadège, il y a un exemple qui est flagrant. Christophe Détinger, ça a été jugé très rapidement. Oui, non, mais là, on parle de non, mais personnes il s'est fait éborgnées. condamner très rapidement. Parce que c'est un citoyen qui a tapé voilà. un bouclier en Alors plastique. qu'à défaut, Jérôme Rodriguez, Non, après, tu ne peux pas comparer les deux situations. Tu peux pas comparer les deux situations, parce que de mémoire, Christophe Détinger a été jugé en comparution immédiate. Bon, il y a eu un renvoi de l'audience, il était incarcéré entre-temps, etc. Enfin, c'est pas mais pourquoi c'est plus long c'est pour pas une les mêmes personne situations. lambda et pourquoi pour quelqu'un qui fait partie des forces de l'ordre, c'est plus rapide? Non, parce que là... C'est juste ça? Non, mais parce que là, c'est juste une question de fonctionnement de la justice. Là, quand tu as un juge d'instruction qui est saisi, le juge d'instruction doit enquêter, c'est très très long. Mais c'est indécent. En fait, alors que ce soit pour Manu ou Jérôme, bon, je prends l'exemple de Jérôme parce que lui, ça n'a pas été le premier éborgné, mais c'est celui qu'on connaît en fin de compte plus. En janvier 2019, et aujourd'hui, en fait, au bout de bientôt 4 ans, il n'y a rien en fin de compte, alors qu'il y a, je crois, 1 ou 2 policiers qui sont mis en examen, et il n'y a rien. Et c'est dramatique. Alors, voilà, c'est dramatique pour lui. C'est dramatique. Maxime, condamné pour avoir frappé un bouclier. Oh là là, le pauvre bouclier, il a eu mal. Hein. Par contre, l'autre, il a perdu son œil, il a toujours rien. Mais c'est juste. Après, on ne peut pas comparer les deux situations. Après, c'est deux situations. Je ne dis pas que c'est encore pas une fois, dans la devise liberté, égalité, elle est où l'égalité là-dedans? On ne peut pas comparer les deux situations. Et puis après, tu as aussi beaucoup d'enquêtes du GPN. C'est ce genre aussi de choses qui fait naître la colère des gens. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a une justice effectivement qui a des méthodes de fonctionnement ou des méthodes des chemins d'utilisation qui sont différents, qui varient. Et malheureusement, suivant qu'on soit d'un côté ou de l'autre, il y a un chemin qui est pris. Et effectivement, pour les gens qui se sont fait mutiler, donc comme il n'y a pas de violence policière, ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas aux yeux du président de la République et de son gouvernement? Parce qu'on est la France, qu'on est le pays des Lumières et qu'on peut pas Parce que son dernier rempart, c'est la police, et il ne va pas aller les mettre... Donc on ne peut pas cracher sur la police. Est-ce que tu imagines un peu... Est-ce que c'est cracher de dire qu'il y a des violences policières? Les faits sont là, finalement. C'est se mettre à dos la police. Quand on voit les vidéos, les témoignages... Quand vous voyez que un policier a abattu un jeune mineur qui était au volant d'une voiture sportive. C'est Naël en juin dernier. Naël. Quand vous voyez l'affaire Traoré, quand vous voyez, des bavures policières, il y en a. On est le pays. Il y a par an, là, l'année dernière, 12 morts des mains de la police sur 12 mois. Ça fait 1 mort par mois. On est le pays où il y a le plus de morts en Europe par les mains de la police. Et quand vous avez le double, alors excuse-moi pour bien être précisé, on a le double de décès par rapport à l'Allemagne, hein, quand même. Donc on est dans le pays en Europe, on est le pays effectivement, comme dit Maxime, où il y a plus de décès consécutifs à des violences policières. Ensuite, vous avez donc des policiers qui commettent des bavures, qui sont couverts par leur hiérarchie, couverts par l'IGPN. Et après, il y a d'autres choses qui peuvent se rajouter à ça. Ça aussi, je l'ai documenté quand j'étais journaliste chez Quartier Jaune. Les dispositifs qui sont mis en place lors d'une manifestation pour le maintien de l'ordre, entre guillemets, sont différents si le dispositif est à la vue du public et si le dispositif est à l'intérieur de la manifestation.
l'exemple est très clair. Vous aurez des policiers sans casque, sans bouclier, avec des numéros RIO, qui sont le référentiel d'identification obligatoire, qui est un numéro obligatoire à porter sur chaque policier, qui permettent dans les affaires de justice d'avoir l'identifiant du policier sans donner son identité. C'est pas systématiquement le cas d'ailleurs. Alors justement, c'est ça. Vous avez un dispositif policier à la vue du public qui est composé de policiers à visage découvert avec leur identifiant. Bonjour madame, désolé, il y a une manifestation, vous ne pouvez pas circuler, prenez cette voie-là, oui, merci madame, pas de souci. Juste après ça, vous avez des professionnels du maintien de l'ordre, des gendarmes mobiles, etc., qui eux sont équipés de leur équipement classique, qui sont équipés et qui sont porteurs de leur RIO, mais qui sont... ils n'ont pas le casque sur la tête et ils sont plutôt détendus et tout va bien. Et ensuite, les dispositifs qui ont été créés d'ailleurs sous Macron et sous Monsieur l'Allemand, c'est par exemple la BRAVEM, qui est la brigade de répression de l'action violente motorisée. Petit anagramme, brave M pour faire joli. Mais ces policiers-là sont masqués, on ne voit pas leur visage, casqués, gantés avec des gants coquets, sans identifiant obligatoire, et pourtant ça a été rappelé par le Conseil d'État récemment, et ça a été rappelé plusieurs fois par des circulaires que le port du RIO et de l'identifiant était obligatoire, et pour autant j'ai des centaines d'heures de vidéos où vous voyez des policiers arriver et tabasser sauvagement des gens, sans distinction David, c'est quoi la différence entre la BRAVEM et les CRS, gendarmes Alors la BRAVEM, c'est un corps expéditionnaire qui est rattaché en fin de compte expéditionnaire, du coup. Oui, excusez-moi, quand on les voit sur leur moto en train de faire les cow-boys et foncer sur la foule, tabasser beaucoup de gens, je suis désolé, pour moi c'est un corps expéditionnaire. Je veux dire, on a des milliers d'heures de vidéos, Maxime pourra me le confirmer. Leur méthode d'action, c'est simple. Voilà, courir, hurler pour faire peur, et dès qu'ils sont au contact, ils tabassent. En fait, ils sont là pour rentrer dans l'art. Voilà. Ils sont là pour rentrer dedans. Il y a pas de, et puis il y a pas de distinction. C'est un corps qui est rattaché à la préfecture, qui existait en 86. Qui a été dissous. Sous régime, c'était Pasqua, je crois. C'était les voltigeurs. Pasqua, voilà, les voltigeurs, les intérieurs. C'est pareil. Malheureusement, il y a eu un manifestant, Malik Oussekine, en 86, qui a été victime, en fin de compte, de ce corps expéditionnaire. Donc il a été supprimé à l'époque. Et quand Didier Lallemand est arrivé à la préfecture fin mars 2019... Et ça veut dire qu'ils ont l'autorisation de taper? Bien sûr. Non, en fait, non, ils n'ont pas l'autorisation de taper, ils ont l'autorisation de la force légitime. De la force légitime. En fait, ce sont des policiers qui ne sont pas soumis à un régime juridique différent que les autres policiers. Ils doivent utiliser la force de manière proportionnée, de manière légitime. Mais malheureusement, on les a vus sur le terrain, comment ils procédaient, et la plupart d'entre eux n'utilisent pas la force de manière légitime. Il n'y en a pas des agents de la Brave à Valenciennes? Non, mais on vient à Paris, on en voit beaucoup. Non, mais c'est pareil. C'est toute la préfecture, en fait. Mais bon, peu importe, on a d'autres, nous... On a ce qu'il faut. Il y a un commissaire qui était un commissaire qui était pas mal. Qui était radical, quand même. Lui, oui. Donc, en fait, je pense qu'il a dû aller faire un stage à la BRAVEM. En tant que gilet jaune, le premier responsable de la situation, c'est qui? C'est Emmanuel Macron? Non. Enfin, ça c'est mon avis. C'est un des responsables. Après, de toute façon, c'est une pyramide, ça va de haut en bas. Et lui, c'est une marionnette, Macron. Là, c'est Monsieur Darmanin. Ensuite, c'est Monsieur Nunez, là, qui est maintenant préfet de police de Paris. Ouais. En fait, c'est une pyramide. Donc, de toute façon, oui, le premier, c'est Macron, et ensuite, il y a les autres en dessous. Alors, ça l'a jamais fait entre Emmanuel Macron et les Gilets jaunes, mais il y a clairement un moment qui a fait qu'il n'y allait plus avoir de retour en arrière, plus aucune réconciliation. C'était très tôt dans le mouvement, les vœux aux Français de 2019. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais je vais vous rappeler les propos. Le président de la République qui évoque les Gilets jaunes, sans les citer d'ailleurs comme étant des porte-voix d'une foule haineuse qui s'en prennent tout simplement, qui s'en prennent aux élus, aux forces de l'ordre, aux journalistes, aux juifs, aux étrangers, aux homosexuels. C'est tout simplement la négation de la France. Alors c'est une question que je vous ai posée à tous pendant ce documentaire et vous avez tous réagi d'une manière différente. Ça vous avait fait sourire? Ça vous fait toujours sourire? Ça m'a
En fait, ça m'a blessé, ça m'a fait mal. Pourquoi? Parce que j'étais à l'intérieur des cortèges, donc je sais qui s'y trouve et qui ne s'y trouve pas. Quand on parle de foule haineuse, qui n'aime pas les homosexuels, les juifs, etc., qu'on était antisémites, on nous a affublés de tous les noms. Mais ce qu'il a sorti, lui, c'est des insultes. Et bien avant ça, Gaulois réfractaire, faut traverser la rue pour aller chercher du travail. De toute façon, il n'en est pas à son coup d'essai. Mais nous, ça nous a fait mal. Parce qu'à l'intérieur, il y avait des personnes... De toute façon, dans toute manifestation, il y a des gens intelligents et puis il y en a d'autres, ils ne sont pas intelligents. Mais ce n'était pas une généralité, c'était des cas isolés, à part. Est-ce qu'on peut imputer les propos d'une personne à tout un groupe, tout un mouvement? Non, je ne pense pas. Parce que c'est pas les propos d'une personne, les pensées d'une personne, ça ne reflète pas ce que tout le monde pense. Coco, comment vous avez réagi, vous, à ces propos d'Emmanuel Macron? Je l'ai pris où ça venait, c'est-à-dire que ça ne m'a absolument rien fait. Si je rentre dans ce... Je veux dire, j'ai pas envie de rentrer dans ce... être frustré par ce monsieur. Ça m'intéresse pas, non. Maxime? Rien du tout. Si vous voulez tuer un chien, vous dites qu'il a la rage. C'est tout. Donc, quand je l'ai entendu dire tout ce qu'il a dit... Bah voilà, on est là vrai. J'ai pas de haine, moi. Justement, bien au contraire, ce qui m'anime, c'est pas la haine, c'est l'envie de voir les gens bien. Et de faire partie des gens qui sont bien. Quand je l'entends dire qu'on est antisémite, je côtoie tout un tas de gens de toutes les origines. Donc je vais pas sortir la phrase « j'ai un ami arabe » ou « j'ai un ami juif », mais en fait j'ai des amis, c'est tout. Et j'ai des amis qui viennent de partout, et le fait qu'ils soient de telle origine ou de telle origine ne m'importe absolument pas, ou le fait qu'ils aient telle ou telle orientation sexuelle, ça me touche, je m'en fous, ça me caresse les cheveux, quoi. Ouais. On a eu la même réaction. C'est Macron dans ce qu'il y a de plus caricatural. Et puis de toute façon, les Français n'ont pas dû, parce qu'il faut quand même le rappeler, ce mouvement des Gilets jaunes a été soutenu au moins pendant 6 ou 7 mois par 70% ou 80% des Français. Donc les Français n'ont pas été dupes de ce discours complètement déphasé d'Emmanuel Macron, quoi. Il y a combien de pourcentage d'abstention aux élections? Beaucoup. À peu près 70%, c'est ça? Ça dépend des élections. Ouais. Il y a combien de pourcents de gens qui étaient pour la moitié, disons, un peu plus. À peu près 70%. Un peu plus. Il y a combien de gens qui sont contre la politique actuelle? Au moins 70%. Je pense qu'en fait, les gilets jaunes, c'est un terme pour dire qu'il y a des gens qui sont sortis dans la rue et qui ont voulu que ces colères soient visibles. Mais je pense qu'en fait, concrètement, la majorité des Français, peu importe leur secteur socio-professionnel, leur origine ou leur religion, en ont plein le dos. Et les Français, comme les citoyens de pays tout autour du monde, on en a marre de voir des gens s'octroyer tous les droits, vider les caisses, vider les poches des gens, les laisser mourir de faim et de froid dans des pays comme le nôtre, ou comme d'autres qui sont aussi riches, alors qu'on devrait être des pays qui donnent l'exemple et qui aident des pays qui sont pires que nous à devenir meilleurs. Et là, c'est l'inverse. Mais te plains pas, il y a pire ailleurs. À penser comme ça, effectivement, on va finir pire. Et on est en train de tomber vers le pire, malheureusement. 5 ans après, si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez ou pas? Vous nous avez dit que ça a été beaucoup d'investissements. Et quand on compte toutes ces personnes blessées, mutilées, ces interdictions de manifester, ces verbalisations, ces interpellations, et j'en passe, on dit que ça a touché beaucoup de monde, même au sein de dans leur vie privée, dans leur vie professionnelle. Est-ce que si c'était à refaire, vous retourneriez battre le pavé ou pas? Est-ce que c'est trop de regrets? Ou est-ce que vous avez un regret? S'il y avait quelque chose à changer, ce serait quoi, par exemple, Coco? J'y retourne. Malgré tout? Et je retournerai, je suis sûr que je vais y retourner bientôt. Parce que... Mais non, mais on ne peut pas continuer comme ça, en fait. Il y a un moment, il faut dire stop, quoi. Enfin, je veux dire... Moi, il est hors de question que je baisse les bras. Moi, j'ai des enfants, des petits-enfants. Je veux qu'ils aient un avenir meilleur que ce que... Alors, c'est vrai, le combat sera long, mais je pense que... Jacques? Ouais, ça sera à refaire, je le referai, mais de façon différente. Je vais m'expliquer. Je pense que ce qui a tué un petit peu les Gilets jaunes, c'est qu'il n'y ait pas de structure, en fait. C'est que ça ne soit pas structuré, que ça parte un peu dans tous les sens. Je pense que... Mais c'est ce qu'ils avaient revendiqué dès le départ aussi. C'est ce qui a perturbé aussi en haut. Ça a été une force, mais ça a été une faiblesse de l'autre côté. Ça a été une force parce qu'ils ne savaient pas à qui s'en prendre, mais ça a été une faiblesse parce qu'après, ça s'est éparpillé un petit peu de partout. Donc, j'ai pas de regrets sur ce que j'ai fait, j'ai des regrets sur ce qu'on n'a pas obtenu.
Donc ça sera à refaire, oui, je le referai sans hésiter. Maxime ? Je le referai sans hésiter non plus. Je regrette absolument rien de ce que j'ai fait. C'est des convictions. Moi, j'arrive pas à faire comme le politique. J'arrive pas à prendre mes convictions, faire une petite boule avec et me le mettre pour de l'argent ou des intérêts personnels. J'arrive pas à faire ça, moi. Donc ouais, ce sera à refaire, je le referai. Peut-être de manière différente sur certains points. Que je peux pas évoquer là parce que ça tombe sous le coup de la loi. Je vais l'évoquer à ta place. Votre avocat est là. Mais si on le faisait différemment, on n'aurait peut-être pas retrouvé toute cette... Non, c'était une étape qui était nécessaire. Elle était nécessaire parce que comme ça. les gens vivaient chacun chez eux, on n'avait plus cette solidarité, cette fratrie. On a retrouvé des choses... Voilà. De toute façon, j'ai absolument aucun doute, vu les décisions politiques qui sont prises et les politiques qui sont menées à travers le monde, j'ai aucun doute sur le fait que les populations, à un moment donné, vont repartir à se soulever. Et je suis vraiment persuadé que les gens, les politiques et tous ces bourgeois vont regretter l'époque des Gilets jaunes. J'allais te le dire, ce sera pire que les Gilets jaunes. Ils vont regretter l'époque des Gilets jaunes, parce que je pense que quand ça va partir vraiment dans le monde, les commandes de blindés, de munitions, de gaz, etc., elles n'ont pas été faites pour rien. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci à vous quatre. Merci Maxime Nicole, David Libeskind, Jacques Millot et Coco. Coco de Valenciennes, c'est comme ça qu'on vous appelle? Bon, allez. Coco tout court. Allez, Coco tout court. Merci à vous quatre d'avoir participé à cette émission. Merci à vous quatre d'avoir aussi participé à ce documentaire, donc Gilets jaunes, colère noire, que vous pouvez d'ores et déjà regarder sur l'application Omerta. Je vous dis à très bientôt.